Bon, bah, bonjour à tous. On va démarrer tranquillement. On est déjà beaucoup de participants à être inscrits, donc bienvenue à tous. Merci beaucoup pour votre présence. On lance aujourd'hui notre première édition d'une série qui se veut régulière et où on a beaucoup d'attentes et d'ambitions par rapport à ces webinaires qui sont extrêmement importants pour nous pour valoriser le travail qui est réalisé. Donc France Filière Pêche, depuis sa création en 2012, soutient la recherche avec un angle très fort de partenariat entre les scientifiques et les pêcheurs. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important, et notamment parce que la recherche, que ce soit la connaissance de la ressource ou le travail sur l'amélioration des techniques de pêche, est un préalable complètement indispensable à la pêche durable, bien évidemment, de par la façon dont est gérée l'activité de pêche. Et c'est vraiment très important pour la filière de pouvoir faire savoir les démarches qui sont menées conjointement avec les scientifiques depuis maintenant de nombreuses années. On est dans une période où effectivement on a une demande extrêmement forte de la société civile, des consommateurs, des acteurs de l'aval de la filière sur la valorisation de la pêche durable pour amener à une consommation durable des produits aquatiques. Et il y a déjà énormément de travail qui est fait, et pour nous, c'est vraiment très important de pouvoir valoriser tout ce qui est déjà fait. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire, et même si on constate que globalement l'état de la ressource et la pêche et la diminution de son impact vont toujours en s'améliorant, on a encore du travail à faire. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un objectif. On a autour de cette visioconférence beaucoup de personnes de l'aval de la filière, des membres de la société civile, des ONG. L'objectif est vraiment de pouvoir vulgariser et valoriser l'ensemble des travaux qui sont faits auprès de tout le monde. Ça se veut quelque chose qui soit interactif. Donc évidemment, on va vous expliquer comment fonctionneront les questions et les interventions. Je voulais vraiment remercier pour cette première session Julien Simon et Benoît Vincent de l'Ifremer qui ont accepté de travailler en amont avec nous et de venir présenter les projets sur lesquels ils travaillent. Merci également les équipes de France Filière Pêche qui ont préparé ce webinaire. Aujourd'hui, donc, on va parler pour ce premier webinaire du chalut, évidemment un engin de pêche majeur pour la pêche française, autant donné les volumes et la présence de cet engin sur l'approvisionnement français. Évidemment, c'est un engin qui soulève énormément de questions et qui est sans cesse en train d'évoluer et de s'améliorer. Donc voilà, on va aujourd'hui parler plus technologie des pêches et laisser présenter du coup 2 projets qui ont été financés par France Filière Pêche en partenariat avec l'Ifremer. Voilà, merci encore à tous pour votre présence. Je vais laisser la parole à Alexandre qui a le soin et l'honneur d'animer ce premier webinaire et vous expliquer comment va se dérouler cette grosseur de webinaire. Voilà, bonne session à tous. Bonjour à tous, merci beaucoup Marion, et merci à vous tous d'être venus aussi présents pour ce nouveau format qui vous est proposé donc par France Filière Pêche. Comme vous l'aurez compris, l'idée c'est de faire des formats courts, réguliers, qui vous permettent de découvrir les projets de recherche qui sont menés dans le monde de la pêche. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer, ou en tout cas on va parler de l'engin de pêche qui est le chalut et plus en détail le chalut de fond. Engin de pêche très important pour la flotte française, et pêcheurs et scientifiques, depuis que cet engin existe, de travailler dessus pour l'améliorer, réduire son impact et sa sélectivité. Donc, pour illustrer toutes ces démarches d'innovation, on va vous présenter ces 2 projets qui sont les projets Game of Troll et Reverse. Donc, le webinaire va se découper de la manière suivante. Je vais commencer d'abord par vous planter un peu le décor en vous présentant ce que c'est qu'un chalut, un panorama rapide de la flotte chalutière française et comment ça fonctionne ou comment ça se passe réellement sous l'eau, un chalut quand ça pêche. Et une fois qu'on aura fait un peu le tour de cette question, l'idée là, c'est de présenter les innovations en lien avec cet engin pour l'améliorer. D'un point de vue de structuration, sur la prochaine heure qu'on va passer ensemble, comme vous le voyez, toutes les questions vont se retrouver à la fin des présentations. Donc, sur le bas de votre écran, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ce que vous avez là, avec le petit bouton Q et R. Donc, en cliquant dessus, ça vous permet de poser des questions à l'écrit. N'hésitez surtout pas, au cours de toutes les présentations, là, à commencer à poser vos questions d'ores et déjà.
Il y a aussi un outil pour mettre des pouces, pour remonter la question en haut de la file, pour qu'en fin de séance, ce soit ces questions-là qui ont le plus de likes, entre guillemets, qui puissent déjà être traitées et échanger entre nous avec les panélistes. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur ces projets et sur le chalut en général. Bon, j'en dis pas beaucoup plus sur la partie intro. Passons tout de suite au vif du sujet, hein, qui est donc le chalut. Qu'est-ce que c'est un chalut? Un chalut, comme vous le voyez là, c'est, si on prend une analogie, une grande chaussette ou une grande épuisette. C'est un filet de forme conique qui est remorqué par un navire. Un navire qui remorque un chalut, ça s'appelle un chalutier. Et donc, ce chalut, il est relié au bateau par des câbles en acier qu'on appelle des funes. Et donc, ce sont... Pardon, c'est la partie terminale là qui est à la droite de l'image, et ces funes sont elles-mêmes reliées à des grandes portes en métal, si je puis dire. Elles ne sont pas toujours en métal, mais qu'on appelle des panneaux divergents, qui permettent ensuite à ces parties-là du chalut, qu'on appelle les bras, de s'ouvrir de manière horizontale lorsqu'il est sur le fond de la mer. Si on continue les constitutions de ce chalut et de ce filet de forme conique, on a les bras qui sont reliés ici. Et pour le cas du chalut de fond, qui est donc un chalut qui est en contact avec le fond, la partie du bas ici, cette corde-là est appelée le bourrelet, et c'est une corde qui est lestée qui permet au chalut d'être maintenu sur le fond. La partie supérieure, là, cette ligne, cette corde-là s'appelle la corde de dos, et pour maintenir l'ouverture verticale du chalut, là, on y place des flotteurs. Donc ce chalut, comme je vous l'ai dit, est remorqué par un bateau, et les poissons se trouvant pris plus ou moins entre les deux bras, là, se trouvent guidés vers cette chaussette pour finir dans la partie terminale que l'on appelle le cul de chalut. Et c'est donc la poche de récupération en fait, des espèces qui sont capturées par le chalut. Le maillage de ce cul de chalut est généralement, donc la forme des mailles du filet est spécifique aux espèces qui veulent être capturées et à la réglementation en vigueur notamment. Et pour le reste du corps du chalut, alors soit il y a des dispositifs spéciaux, mais généralement les mailles sont plus grandes pour permettre une bonne filtration lorsque l'engin est tracté et de guider justement tous les animaux vers la partie terminale, vers ce cul de chalut. Comme je vous l'ai dit, les différents éléments constitutifs du chalut, notamment le bourrelet, et donc qui est cette corde qui permet au chalut de se maintenir sur le fond, il y en a de différents types généralement. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ces types-là, mais c'est le pêcheur qui l'adapte en fonction des fonds sur lesquels le chalut pêche, en fonction qu'il soit sableux ou caillouteux, les bourrelets sont différents. Et les panneaux, c'est pareil, il en existe une grande diversité. Leur rôle est toujours le même, à savoir maintenir une ouverture horizontale du chalut. Donc une fois qu'on a vu à peu près à quoi ressemble cette grande épuisette qui capture tous les poissons qu'elle rencontre en avançant, c'est dire qu'il en existe de différents types. Donc là, on a traité le chalut de fond, comme vous le voyez sur le bas. Donc c'est cette partie-là sont donc pour rappel les funes avec les panneaux qui permettent l'ouverture jusqu'au bras du chalut. Et ce chalut de fond est donc en contact avec le fond et permet de capturer toutes les espèces qui sont soit sur le fond, soit proches du fond. Ce qui nous donne en type d'espèces capturées des baudroies, des sols, des merlus et des langoustines, par exemple. Le chalut de fond n'est pas le seul type de chalut qui existe. Il y a le chalut pélagique. Là, le chalut pélagique, lui, c'est un chalut qui est tracté par un navire toujours, mais qui évolue en pleine eau, entre la surface et le fond, et donc ne permet pas de capturer les mêmes espèces, et permet de capturer des espèces qui vivent justement au milieu de la colonne d'eau, ce qu'on appelle les espèces pélagiques, notamment la sardine, l'anchois et le thon gernon. Ces deux engins, après il en existe une diversité d'autres de chaluts, mais ces deux engins principalement ont des avantages et des inconvénients. Alors le chalut de fond, son avantage, si je reprends l'analogie de l'épuisette, vous avez tous joué avec une épuisette pour capturer des crevettes, on plonge l'épuisette dans l'eau et quand on remonte l'épuisette, on regarde ce qui se trouve un peu dedans et généralement il n'y a pas que des crevettes, il y en a d'autres qui remontent. Le chalut c'est pareil, on le met dans l'eau, on avance et on remonte et on voit ce qui se passe. Et à ce moment-là, on trie les espèces qu'on a capturées une fois que c'est sur le pont. Donc, l'avantage, c'est qu'en fait, il y a une grande diversité d'espèces qui sont capturées. L'inconvénient, en fait, de cet avantage, c'est que la sélectivité, qui est un mot technique pour dire, en fait, ne pêcher que ce que l'on souhaite, elle est faible pour cet engin-là, parce qu'on ne peut pas faire le tri
en amont de ce que l'on va capturer. Et l'autre inconvénient de ce chalut, qui est un chalut de fond, donc qui est maintenu sur le fond, c'est son contact avec le fond, même s'il ne pénètre pas dans le sédiment, il est en contact avec le fond et donc peut détériorer des habitats ou perturber des organismes posés sur le fond qui ne sont pas concernés par la pêche. Pour ce qui est du chalut pélagique, lui, il travaille entre deux eaux, donc entre la surface et le fond. Donc pour le coup, l'impact sur le fond, il est nul, il n'y en a pas. Et la sélectivité, toujours, se fait de ne capturer que ce que l'on veut. Elle est augmentée comparée au chalut de fond, mais là, c'est notamment lié à la biologie des espèces qui sont ciblées par ces professionnels qui pêchent au chalut pélagique. Les sardines, les anchois, notamment, et le thon, sont des espèces qui vivent en banc, donc en groupe d'une même espèce dans l'océan. Donc, lorsque le pêcheur détecte ce groupe de thon, par exemple, généralement, au sein d'un banc, il n'y a pas d'autre espèce. Donc, quand ils le capturent, ils arrivent à capturer que l'espèce qu'ils souhaitent. Donc, la sélectivité de cet engin est assez élevée. Sur les autres engins qui existent, après, il y a différentes mécaniques. Il y a des mots que vous avez dû entendre, qui est le chalut jumeau. Donc là, c'est deux chaluts. On imagine deux fois ça, tractés par le même navire. L'avantage, c'est que pour une même traction, la partie d'océan qui est scannée et donc d'espèces capturées est plus grande. Il y a aussi des chaluts en bœuf. Là, ça consiste à tirer un même chalut avec deux navires, donc une force de traction plus importante pour un scanning de l'eau plus important également. Une fois qu'on a vu un petit peu le chalut et ses constitutifs, ses éléments constituants, il faut parler un petit peu du panorama et de l'importance de cet engin pour la flotte française. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette infographie, la flotte chalutière française, ça représente tout chalut confondu. Donc, je vous ai parlé qu'il y avait des chaluts pélagiques, des chaluts de fond. Il existe d'autres types encore de chaluts, mais tout chalut confondu, c'est quasiment 900 navires. 900 navires, soit 21% de la flotte métropolitaine. Et sur ces 900 navires, on en a 772 qui sont des chaluts de fond et qui font en moyenne 16 mètres. Donc, en termes de nombre d'entreprises de pêche, ça représente bien un nombre assez important et donc ça prouve justement l'importance de cet engin pour les entreprises de pêche françaises. Et si on regarde et qu'on continue à dérouler la flotte, en termes de débarquement, le chalut en France métropolitaine, c'est 50% des débarquements, 200 000 tonnes par an. Et en valeur, c'est 48% de la valeur des débarquements français. Donc, ça permet juste de remettre en perspective en disant que cet engin et donc cette flotte chalutière, c'est quelque chose vraiment d'important pour la France. Et c'est aussi important en termes de diversité d'espèces capturées, parce que c'est ce qu'on retrouve après sur nos étals. Donc, c'est un engin qui est responsable aussi de cette grande diversité qu'on peut retrouver sur nos étals. Une fois le chalut un peu décrit et son importance pour la flotte française, comment ça fonctionne un chalut concrètement dans l'eau? Je vous ai parlé de cette grande épuisette. Donc en fait, là, vous allez avoir une petite séquence vidéo qui vous permet, qui se passe dans un bassin d'essai, pour ne pas nommer le bassin d'essai de la station Ifremer de Lorient. Et donc, on va s'imaginer que le chalutier, ce navire-là qui tracte le bateau, est en train de mettre le chalut à l'eau. Donc, ce chalut va couler. Et c'est un chalut de fond, là, en l'occurrence. Donc, le chalut coule jusqu'à atteindre le fond. Et à ce moment-là, avec la traction, il va commencer à se poser sur le fond. Et les panneaux vont arriver au contact du fond pour commencer à faire ce pourquoi ils sont faits, à savoir permettre l'ouverture horizontale du chalut. Donc, là, ce qu'on voit, la petite bille bleue, ça peut correspondre au cul de chalut. On voit bien, là, la partie basse, c'est le bourrelet, et sur le haut, les petites billes, les flotteurs. Donc, le chalut vient de toucher le fond, les panneaux aussi. Avec la traction, on voit qu'il se redresse, et les conformes hydrodynamiques, il commence à s'écarter. Écartement qu'on retrouve impacté directement sur les bras du chalut qui sont ici. En fait, les deux panneaux, ce qu'on vient de voir, les deux panneaux permettent l'écartement des câbles et donc se répercutent sur l'écartement des bras du chalut. Et après, c'est exactement ce qui va se passer. Et ce chalut va être tracté pendant un certain temps, plusieurs heures, sur le fond pour commencer à capturer les espèces qu'il rencontre le long de sa progression. Donc, je vous ai remis la séquence parce que fausse manip, mais comme ça permet bien de montrer l'écartement de ce chalut de manière progressive. Et après, il va être tracté comme ça sur le fond pour capturer les espèces. Si je reprends, donc là, ce qu'on voit, c'est que ça va capturer vraiment tout ce que ça croise. Donc, si je reprends cette analogie de l'épuisette,
ça capture tout ce que ça croise et on va pouvoir trier qu'au moment où ça remonte sur le pont et où les mathos vont commencer à regarder si les espèces sont des espèces qu'ils souhaitent garder ou qui ne souhaitent pas garder. Mais en fait, pour travailler à cette sélectivité, qui est donc le fait de ne garder que ce que l'on veut, et de trier plutôt sur le fond que sur le pont, les professionnels comme les scientifiques n'ont pas attendu ces deux projets pour commencer à avancer et à améliorer cette sélectivité. Donc, sans rentrer dans tous les détails, vous dire que ça existe et qu'il y a de nombreux projets de recherche qui ont travaillé et travaillent toujours sur cette sélectivité pour essayer de filtrer, en fait, au travers de l'épugette et de garder que ce que l'on souhaite, aussi bien en termes d'espèces commerciales que d'espèces qui ne sont pas autorisées à la pêche. Donc là, si je reprends la partie terminale du chalut, le cul de chalut, là, vous avez un dispositif qui s'appelle un dispositif en maille en T90. Donc pour illustrer ça, généralement, les mailles de filet qui sont dans le chalut, ce sont des mailles, alors avec le fond, si on va voir, ce sont des mailles losanges. Et donc si on imagine que le chalut se déplace comme ça, au moment de l'attraction, la maille avec les deux points va se fermer. Et c'est ça qui est responsable du phénomène de capture, parce que les poissons ne peuvent plus passer au travers. La maille T90, c'est une maille qu'on a fait tourner à 90 degrés, donc l'attraction va se passer comme ça, vu que le bateau avance comme ça. Et donc la maille est maintenue ouverte, ce qui permet à des poissons de petite taille de passer au travers. C'est le même système avec le dispositif qui est passé sur le haut du chalut, là, en maille carrée. À ce moment-là, c'est décarré, donc ça résiste encore plus à l'attraction et ça reste en permanence ouvert. Et pour les espèces qui pourraient être sur le fond, type les langoustines, ici, on voit qu'il y a une petite grille qui s'est mise en opposition au moment où le poisson va arriver sur le fond, sur la partie terminale du chalut. Et donc là, en fait, c'est ce qu'on voit ici. C'est une grille d'échappement. Et donc là, typiquement, c'est un filtre pour filtrer les petites des grosses langoustines. Donc, c'est une grille souple et l'écartement entre les barreaux permet aux petites langoustines de passer au travers pour les laisser dans l'océan, continuer à grandir et pour pouvoir perpétuer ainsi le vivier de langoustines et permettre à la ressource de se perpétuer. Donc ça, c'est des dispositifs pour filtrer, trier, entre guillemets, sur le fond plutôt que sur le pont. C'est des dispositifs qu'on appelle de sélectivité passive, à savoir qu'ils sont là et que les poissons ne sont pas amenés ou ne sont pas guidés vers la sortie. C'est-à-dire que s'ils les trouvent, ils peuvent y passer. Je vous introduis juste le mot sélectivité passive parce qu'après, on va avoir dans le projet Game of Thrones justement un autre pendant de la sélectivité qui s'appelle la sélectivité active, où là, de manière active, on propose aux poissons d'être guidés vers la sortie. Donc avant de passer à ces projets, juste pour vous illustrer un petit peu, comme dans le bassin d'essai, un petit peu à quoi ça ressemble dans la vie d'un poisson ou dans la pêche, la sélectivité. Donc là, ce qu'on voit sur le haut, ça va être, c'est le dos du chalut avec un dispositif sélectif pour permettre aux poissons, avec des mailles qui s'ouvrent suffisamment, pour permettre aux poissons de s'échapper. Donc là, vous avez, voilà ce qui se passe lorsque le chalut est en pêche. On voit que le poisson arrive au début de la vidéo à passer au travers des mailles. Donc ça, c'était pour illustrer un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie du poisson et la sélectivité. Bon, maintenant qu'on est un peu plus au clair sur le chalut, comment ça fonctionne et l'importance de cet engin de pêche pour la flotte française, je vous propose qu'on passe directement à ces deux projets qui développent des innovations justement pour s'atteler aux deux inconvénients du chalut, à savoir son manque de sélectivité, qui ne permet pas toujours de trier sur le fond et donc de choisir ce qu'on pêche, et son impact sur le fond, parce que là, on va bien évidemment parler du chalut de fond. Et donc, on passe sans plus attendre au projet Game of Thrones. Projet Game of Thrones qui est un projet porté par l'IFREMER, en collaboration avec l'Université Bretagne Sud, l'IRISA, Marport et le Comité départemental des pêches et des élevages marins du Morbihan. C'est un projet qui est financé dans le cadre du FEAMP et cofinancé par France Filière Pêche, notamment dans le cadre de la mesure 39 du FEAMP, qui s'attelle à travailler aux innovations en lien avec la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment tout ce qui est amélioration de la sélectivité, des captures accidentelles ou encore de la réduction de l'impact des activités de pêche. Donc, ce projet est coordonné par Julien Simon, ingénieur de recherche en technologie des pêches à l'IFREMER de Lorient. Donc, Julien, je te propose en quelques mots de nous présenter rapidement ce projet, la grande problématique, ce qui vous a amené en fait à monter ce projet-là et ses grands objectifs. Oui, alors bonjour à tous. Donc, le pourquoi de ce projet, alors, comme l'accent de la
expliqué, on a déjà beaucoup de projets qui ont été menés à l'Ifremer, mais aussi dans d'autres labos de technologie des pêches sur de la sélectivité. Et on s'est rendu compte que malgré l'effort que pouvaient faire les pêcheurs parfois pour proposer des mailles T90, mailles carrées ou autre type de mailles assez grandes géométriquement pour permettre le passage des poissons à travers ces mailles, mais il y avait un phénomène un petit peu de banc qui se produisait dans les chaluts. Et en fait, les bancs de poissons ne cherchaient pas toujours à s'échapper par ces mailles pourtant suffisamment grandes pour que physiquement ils puissent passer à travers ces mailles. Donc, on s'est dit comment on pourrait résoudre ce problème de manière plus active, en fait, parce que ce qui se passe, c'est que ces dispositifs sélectifs, je les qualifie souvent de passifs, entre guillemets, puisqu'en fait, ils attendent il faut que le poisson fasse l'action par lui-même de vouloir s'échapper du chalut. Donc, en fait, si le poisson ne prend pas la décision de s'échapper du chalut, ben, en fait, il reste au fond il va dans le fond du chalut et se fait capturer et remonte sur le pont. Et donc, elle est triée sur le pont, comme le disait Alexandre. Donc là, nous, l'idée, c'est de se dire, on va essayer d'utiliser un système vidéo qui serait capable de filmer les poissons en temps réel dans le chalut et aussi intégrer de l'intelligence artificielle dans ce chalut qui serait capable donc, de reconnaître les poissons. Et en fonction de ce qui est reconnu, eh ben, si c'est ciblé par le pêcheur, on le laisse aller vers le fond du chalut. Et si ce n'est pas ciblé, on ferait une espèce de trappe de déviation, comme un système d'aiguillage dans les trains. On aiguillerait les poissons vers l'extérieur du chalut. Donc voilà un petit peu le contexte. Ok, donc en fait, il y aurait une sorte d'intelligence artificielle, un robot, qui serait à même d'identifier ça. Mais quand on dit un robot, un ordinateur, comment ça se passe concrètement comment vous allez faire pour qu'il soit à même de comprendre que cette langoustine est bien une Alors, langoustine? il faut voir qu'une intelligence artificielle, c'est pas si différent d'une intelligence humaine, hein. Donc, en gros, c'est comme si on prenait donc un ordinateur, quand on va lui faire apprendre à reconnaître des images, c'est un peu comme un enfant, en fait, on va lui montrer des milliers d'exemples. Donc là, on peut voir sur les photos, en haut à gauche, plutôt des poissons, en bas à droite, des langoustines. Donc, ce qu'on fait, c'est que, on montre des milliers d'exemples comme ça à l'ordinateur en lui disant, ceci est un chinchard, ceci est une sardine, ceci est une langoustine. Et à force de lui montrer, c'est comme un enfant, il va être capable de nous répéter ok, d'après ce que vous m'avez appris, je pense que ce que je vois là devant ma caméra, c'est une langoustine. Et donc, c'est exactement le même principe, finalement, l'intelligence artificielle que de l'intelligence humaine, en fait. D'accord. Et donc, à force de lui répéter, il va être capable de comprendre. Mais il faut qu'il ait des yeux, ton ordinateur. Enfin, je veux dire, comment vous allez faire, outre pour lui répéter, une fois qu'il sera sous l'eau, comment ça se passe en termes de matériel pour qu'il soit à même de voir et de le dire un petit peu en direct, en fait? Ouais, alors, le matériel, c'est comme ce qu'on peut voir sur cette slide, c'est donc une caméra qui sera fixée soit en amont du chalut au niveau de la corde de dos, donc je n'explique pas où est-ce que se trouve la corde de dos, ou alors un petit peu plus loin dans le fond du chalut. Et donc, en fonction donc de ce système vidéo et donc d'une caméra et de l'ordinateur qui sera à l'intérieur de ce système, en fonction de ce qu'on va voir, on va venir activer des trappes de déviation pour capturer uniquement les espèces qui seront programmées dans cet ordinateur comme étant des espèces ciblées. Donc, pour l'instant, c'est un système qui se base sur donc, de la vidéo à 100%. Et l'idée, c'est aussi de la coupler avec de l'acoustique pour des moments où on aurait de l'eau plus turbide. D'accord. Donc, en fait, il sera même avec la vidéo de voir ce qui se passe devant lui et d'identifier l'espèce. Mais concrètement, en fait, ça va se passer comment pour le patron à bord de son bateau? Alors, je te laisse mettre la vidéo. Voilà, donc là, on voit exactement ce qui se passe dans le cerveau donc, du système développé. Donc, on voit qu'il est capable de reconnaître des formes, des objets. Donc là, on voit que sur chaque poisson, il met une petite boîte rectangulaire. Et donc, il est capable de dire en temps réel ce qu'il détecte des chinchards ou des sardines. Et donc, au fur et à mesure que l'opération de pêche va se dérouler, comme disait Alexandre, plutôt que de traîner le chalut pendant 2-3 heures sans avoir connaissance de ce qui rentre dans le chalut en temps réel, le pêcheur, là, aurait connaissance en temps réel de ce qui rentre dans son chalut. Et en fonction de ce qui rentre, si c'est, par exemple, des proportions trop importantes d'espèces non ciblées, il aurait au moins cette connaissance et pourrait se dire je ne prends pas la décision de continuer pendant 3 heures dans cette zone,
je remonte mon chalut et j'évite de capturer plusieurs tonnes d'espèces non ciblées. Ou alors, si vraiment on arrive à aller jusqu'au bout du projet, l'idée, ça serait de même pouvoir permettre aux pêcheurs de se dire, bon, bah là, ce banc-là, je l'éjecte du chalut. Donc là, on va voir une petite vidéo justement de comment pourrait se passer une trappe de déviation au bassin. Donc, on pourrait piloter ce genre de petites trappes de mailles assez petites qui forceraient tous les poissons à remonter vers les grandes mailles blanches. Et donc, ça permettrait d'aiguiller tous les poissons en dehors du chalut et d'éviter de les capturer dans le cul du chalut. Donc là, on est avec un ordinateur qui est capable de reconnaître, connaître, compter. Et là, vous mettriez en place un dispositif pour vraiment lui indiquer la sortie de manière soit Automatique appelée ou et prématurée. forcé. D'accord. Voilà. Et donc, à ce moment-là, ce serait le patron aurait le choix de travailler là-dessus, ou vous donnez même la possibilité, ou ça fait partie des perspectives, à cet ordinateur de décider si on lui donne une règle en disant je ne veux pas de Ouais, alors, sardines. il y aura évidemment les deux possibilités à la fois complètement automatiques et sinon manuelles. Évidemment, dans un premier temps, le pêcheur aura besoin de faire confiance, on va dire, à l'intelligence artificielle. Donc, dans un premier temps, ce pilotage se fera principalement manuellement, mais la fonction automatique sera évidemment donnée en possibilité. Et l'idée, c'est d'avoir à la fois, pour les bateaux qui sont équipés donc d'un câble de remontée de données comme sur des nets-sons des données acoustiques, de pouvoir remonter ces données vidéo en temps réel. Mais pour les pêcheurs qui ne sont pas équipés de câbles supplémentaires, pour monter de la donnée. On est donc on travaille également avec l'équipementier Marport pour pouvoir remonter ces données synthétisées de façon acoustique. Donc, on n'aurait pas la vidéo en direct, mais on aurait ce qu'on pourrait dire on pourrait juste remonter le nombre de poissons et les espèces. D'accord. Et maintenant, parce que là, on voit que l'ordinateur commence à être capable de compter les poissons. Donc, je suppose que ça, il faut encore travailler pour qu'il soit toujours plus performant et qu'il connaisse toujours plus de poissons. Oui, tout à fait. Ouais. Alors maintenant, le projet a commencé en janvier 2019, donc là, ça fait, on va dire, 2 années Covidées qu'on aura eu pour développer tout ça. Mais aujourd'hui, donc, on arrive réellement à détecter un certain nombre d'espèces. Aujourd'hui, on a à peu près 8 à 10 espèces qu'on arrive à détecter plutôt bien. Et on arrive aussi à piloter certaines parties d'engins. Donc tout ça, on arrive à le faire soit en mer, soit au bassin, mais pas de manière complètement opérationnelle, évidemment. On n'est pas encore à la fin du projet. Le projet se terminera en juin 2022. Donc l'idée, c'est d'ici les 18 prochains mois, on va dire, qu'il nous reste, c'est d'arriver à généraliser les réseaux de neurones dans différents environnements, que ce soit des eaux turbides un peu plus vertes, un peu plus transparentes, et aussi de les généraliser à différentes espèces. Donc là, comme je vous disais, on a 8 espèces qui fonctionnent plutôt bien, mais malheureusement, il n'y a pas que 8 espèces qui peuvent passer devant la caméra, donc l'idée, c'est d'être capable de détecter plus d'espèces. Donc là, c'est vraiment le travail, on va dire, sur les réseaux de neurones. Et là, il y a également un travail d'ergonomie qu'il faut vraiment qu'on développe parce que tout ce système vidéo nécessite donc des caméras, un micro-ordinateur, des LED pour éclairer, des batteries et tout ce dispositif pour l'instant prend un certain volume et un certain poids. Et donc les 18 prochains mois vont servir également à continuer à réduire à la fois le poids et le volume du système final. D'accord. Donc, améliorer cette compréhension pour notre ordinateur, ce qui est donc le réseau de neurones, hein, qui est en fait le modèle qui permet d'identifier une langoustine quand on lui répète suffisamment longtemps. Et après, pour ce qui est de la partie sélectivité, est-ce que vous allez avancer vers d'autres là, on a vu la trappe. Est-ce que, Oui. par exemple, il y a d'autres mécanismes qui permettent de leur montrer la sortie avec tout simplement une petite lumière en écrivant ces Alors, on là. a également, oui, on travaille également sur le contrôle de LED, justement, qui pourrait flasher un petit peu pour un stimuli lumineux pour un peu les effrayer ou alors les attirer. C'est un petit peu l'une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que ça va plutôt les effrayer ou les attirer? Donc, il y a des projets, justement, qui ont été développés là, récemment sur l'attraction ou la répulsion que peut avoir la lumière sur les espèces.
Donc, on attend de voir un petit peu ce que ça va donner concrètement, ces résultats sur les autres projets, avant de complètement nous basculer sur ces systèmes de lumière qui peuvent être parfois un petit peu trop… c'est un peu plus compliqué, encore une fois, de contrôler la réaction des différentes espèces à la lumière. Pour l'instant, on se concentre sur la partie déviation mécanique avec une trappe. Puis on n'exclut pas quand même de pouvoir piloter même de l'acoustique ou avoir un petit buzz qui effraierait, comme un pinger finalement, les poissons, ou alors des stimuli lumineux. Mais pour l'instant, on est vraiment axé stimuli mécaniques. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. Ça nous a permis un petit peu de faire le tour. Alors, ça a été rapide, évidemment, et si vous avez tous des questions pour Julien, n'hésitez pas à remplir la partie questions-réponses. On se fera un plaisir, il se fera un plaisir d'y répondre. Mais ça montre que les travaux avancent bien quand même pour essayer de rendre ce chalut toujours un peu plus sélectif, peut-être même intelligent, qui sait. L'idée à terme, c'est vraiment d'être, on voit qu'on est sur, par exemple, Google ou d'autres constructeurs vont vers les voitures autonomes. L'idée, c'est un petit peu d'apporter cette intelligence artificielle justement au service d'une pêche plus durable et notamment pour le chalut qui, comme tu le disais, a déjà certains défauts qui sont décriés de plus en plus. Donc, réussir à faire bouger le chalut vers l'ère moderne, je pense, pourrait permettre de l'amener à être plus accepté dans la société. Ouais. Et donc ça, c'était un des inconvénients, si je puis dire, du chalut. Le deuxième, pour le chalut de fond, c'est évidemment le fait qu'il touche le fond. Et donc, ça nous amène directement au projet Reverse, qui est un projet, là aussi, porté par l'Ifremer et qui donc s'attelle à essayer de répondre à ce deuxième inconvénient du chalut de fond, qui est son impact sur le fond, et notamment l'impact des panneaux sur le fond. Donc, c'est un projet porté par l'Ifremer, en collaboration avec la société Morgère, le Comité national des pêches et des élevages marins et l'ENSTA Bretagne. Là aussi, c'est un projet FEAMP de la mesure 39, donc financé par l'Union européenne, la France et cofinancé par France Filière Pêche, toujours autour de ces innovations pour la conservation des ressources marines. La personne qui coordonne ce projet, c'est Benoît Vincent, ingénieur en technologie des pêches, là aussi à la station Ifremer de Lorient. Écoute, bonjour Benoît, je te laisse mettre ta caméra. Et est-ce que tu peux en quelques mots, là, comme pour Game of Thrones, nous parler un petit peu de ce projet Reverse? Quelle était votre grande question et en fait vos problématiques et objectifs pour essayer justement de répondre à ce cahier des charges qui est on veut minimiser l'impact sur le fond des panneaux de chalut. Oui, bonjour à tous. Je vois que ma caméra ne donne pas l'image. C'est fait. C'est fait, c'est bon? Non, mais ça y est. Donc, alors déjà, s'intéresser à l'impact des engins de pêche et tenter de les réduire, c'est une des thématiques des recherches de notre laboratoire. Alors pourquoi les panneaux? En fait, si on revient aux chiffres qui étaient donnés en début de présentation, on voit que 85% des chalutiers en France sont des chalutiers de fond, et la majeure partie d'entre eux utilisent des panneaux. Et alors, ces panneaux de chalut, il y a de nombreuses, leurs effets sur l'environnement ont été de nombreuses fois documentés. Et ce qu'on peut leur reprocher, c'est en particulier une remise en suspension du sédiment, ce qui est très bien illustré par les deux images qu'on voit là. Donc on voit bien ce gros panache de fumée qui est dégagé sur l'arrière du panneau. Bon, évidemment, ça dépend de la nature du fond, mais enfin, tous les panneaux de fond qui sont au contact du fond remettent en suspension du sédiment. On leur reproche aussi de remanier du substrat, de déplacer du substrat et donc d'abîmer ou de détruire les habitats de certaines espèces dans ce substrat. Alors, c'est des panneaux les panneaux, ils ont une trace assez étroite par rapport au reste du chalut, mais ils ont un impact qui peut être assez intense. On leur reproche aussi, il s'avère que l'énergie nécessaire pour remorquer spécifiquement le panneau dans un train de pêche au chalut, ça représente 20 à 30% du carburant nécessaire pour remorquer tout le train de pêche. Et pour l'entreprise, ça peut représenter ce carburant, alors pas le carburant du panneau, mais le carburant de l'engin de pêche, ça peut représenter jusqu'à 50% des coûts de fonctionnement. Voilà, donc finalement, on a un certain nombre de faits qui
qui nous amène à nous pencher sur les impacts du panneau. Et c'est finalement un des composants de l'engin de pêche qui est potentiellement très améliorable. Donc à partir de ce constat, on a voulu monter un projet dans lequel les panneaux ne touchent plus le fond. Donc ça élimine de fait la remise en suspension. Alors, malgré tout, c'est quelque chose qu'on a mesuré pour le vérifier, mais lorsque le panneau vole à 5 mètres au-dessus du fond, il ne remet pas ou quasiment pas de sédiments en suspension. Bon, malgré tout, on peut imaginer qu'il y a des turbulences derrière le panneau qui vont aller chatouiller le substrat et puis remettre un peu en suspension, mais en fait, quand on a modifié les formes du panneau, qu'on les a améliorées, on a beaucoup moins de turbulences derrière le panneau. Donc finalement, on peut arriver à cette conclusion qu'il n'y a plus de remise en suspension. Donc voilà, il s'agissait dans ce projet de construire un gréement de chalut dans lequel le panneau est décollé du fond. Et on reviendra peut-être sur les étapes du projet plus tard. D'accord, donc le cahier des charges, décoller pour plus avoir d'impact, et ça permet également une économie d'énergie. Mais là, quand on regarde un petit peu pour les béotiens et pour les gens même comme moi, quand on regarde à quoi ressemble un panneau, ah, tu parles, Benoît, je t'entends pas. Oui, pardon. Ah oui. Je suis toujours là. Ah oui, non, ok. La caméra parle toute seule et tu dois avoir un flux vidéo et un flux audio différent. Donc, quand je regarde tes lèvres, ça bouge, mais tu ne parles pas. Très bien. Pas de souci. Donc, on continue. Donc, oui, donc le cahier des charges, pas ou peu d'impact sur le fond et donc nécessairement une économie d'énergie. Et donc, je disais, pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, quand on regarde un petit peu les panneaux, ça ressemble quand même à des grosses portes en fer, hein. Et en fait, ce qu'on se rend compte dans le cadre de ce projet-là, c'est que c'est un petit peu plus technique et surtout beaucoup plus compliqué pour arriver à satisfaire ce cahier des charges qui, sur le papier, semble simple et qu'en fait, il y a beaucoup d'ingénierie de pointe pour faire des études aérodynamiques sur la forme de ces panneaux pour pouvoir aboutir à ce cahier des charges, en fait. Oui, tout à fait. Alors, en fait, le point de départ, quand on s'intéresse aux panneaux, ça a été le cas dans ce projet, en tout cas, c'est d'essayer d'avoir le panneau le plus performant possible, de façon à réduire ses besoins en énergie. Donc, optimiser un panneau, optimiser l'hydrodynamique d'un panneau de chalut, c'est exactement comme optimiser l'aérodynamique d'une aile d'avion. On utilise les mêmes outils logiciels. À ceci près que nous, on ne va pas s'intéresser au régime supersonique, etc., ce qui peut être intéressant pour un avion, mais enfin, à la base, c'est les mêmes logiciels, les mêmes modèles. Donc, on en a une illustration sur cette vue-là. La première étape, quand on veut optimiser l'hydrodynamique d'un panneau, c'est de modéliser sa forme. Alors, ce travail a été confié à l'ENSTA Bretagne, hein, donc c'est les vignettes qu'on a en haut, où on voit que finalement, on a une forme de panneau qui est pas très habituelle, parce que si vous vous promenez sur des quais, vous allez voir que les panneaux, en fait, c'est des assemblages de tôles minces. Et ici, on a plutôt, vous voyez qu'on a plutôt une forme semi-épaisse, enfin épaisse au niveau de l'attaque du panneau et mince à l'arrière. Donc ça, c'est des formes qui sont plus proches d'ailes d'avion. Les ailes d'avion, c'est épais. Et on a voulu tester ça pour vérifier qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas une piste intéressante à exploiter. Bon, il s'est avéré que l'efficacité, enfin la portance, c'est-à-dire ce qui permet d'écarter pour ces panneaux, est très intéressante. Par contre, la traînée, c'est-à-dire le carburant à payer, n'est pas intéressant. Voilà. Donc finalement, c'est une piste qu'on a explorée, qu'on a demandé à l'ENSTA Bretagne d'explorer, et puis finalement qui a été abandonnée. Mais vous voyez aussi dans les vignettes qui sont en bas à droite, toujours le même panneau qui a été modélisé en 3 dimensions là, et puis testé en bassin. Alors, quand on modélise un panneau en 3 dimensions, comme ça, avec ce logiciel, on obtient les efforts sur le panneau, mais après, on a besoin de le vérifier en bassin parce que ces logiciels, en fait, ils ont un nombre de modèles et de sous-modèles, en particulier pour la turbulence, pour des méthodes de calcul qui sont très vastes. Et selon les choix qu'on fait dans ces modèles, on peut obtenir des résultats très variables. Donc finalement, à un moment, on a besoin d'éprouver par l'expérience ce qu'on a calculé, et c'est ce qu'on voit ici dans le bassin. On a donc un gros, entre guillemets, gros modèle de panneau par rapport à ce qu'on va voir après, qui est fixé sous une balance qui mesure les 6 composantes de force. Et puis on compare tout simplement les résultats bassin aux résultats logiciels. Et on obtient des très bons résultats pour ce cas-là. Ici, ce qu'on voit, c'est un peu l'étape suivante. Il s'agit cette fois d'insérer les panneaux optimisés dans un gréement de chalut et puis de faire des réglages de façon à obtenir le résultat qu'on veut, c'est-à-dire des panneaux décollés.
Et puis, ça ne s'arrête pas là. Il faut ensuite vérifier que ces panneaux sont stables, que leur hauteur au-dessus du fond est contrôlable, qu'elle est stable, et puis que tout ce qui est à l'arrière, tout ce qui concerne le chalut est bien posé au fond, parce que c'est une condition de pêche. Alors, ça ne veut pas dire qu'un jour on ne s'intéressera pas à décoller le bourrelet du fond, mais aujourd'hui on s'intéresse seulement aux panneaux, et donc toute la partie antérieure du chalut doit rester posée sur le fond. Voilà, donc il y a toutes ces conditions à vérifier pour avoir notre gréement qui fonctionne. Ok, donc en fait, dans un premier temps, il y a tout ce travail de l'ENSTA là, pour essayer de modéliser les panneaux. Après, vous testez pour essayer en fait de regarder si la modélisation numérique par ordinateur, comment elle répond un petit peu une fois qu'elle est mise en test dans le bassin. Mais suite à ça, donc là, c'est pour confirmer un petit peu les résultats numériques. Et après, comment vous faites pour passer de OK, les résultats sont confirmés et comment vous déroulez la plotte pour de cette confirmation le tester avec les gréements et ensuite, par la suite, après on y viendra même, mais en grandeur nature en fait. Oui, alors on y va progressivement. Voilà. On commence par des tests en bassin parce que c'est moins coûteux que des tests en mer, bien sûr. Alors, toujours une illustration de ces tests en bassin, là, c'est en fait là, on a des petites maquettes de panneaux. Alors, entre parenthèses, ces maquettes de panneaux, elles sont maintenant très facilement réalisables avec des imprimantes 3D. On aurait fait ce projet il y a une dizaine d'années, il aurait fallu confier à un maquettiste l'assemblage de ces maquettes avec des petites feuilles de laiton très fines. Bon, ça aurait été plus long, plus cher, etc. Et puis on n'aurait probablement pas testé une gamme assez importante de panneaux différents. Enfin, ce que vous voyez là, c'est l'opérateur qui est en train de fixer des câbles sur des petits points d'attache qu'on ne voit pas parce qu'ils sont très petits. Parce qu'en fait, les panneaux, ils sont très sensibles à la façon dont les câbles sont... donc les câbles, c'est la fune vers le bateau et puis les pattes de panneaux vers le chalut. Selon qu'on attache ces câbles, on peut les faire bouger de quelques centimètres, hein, déplacer la façon de les attacher de quelques centimètres, et ça va avoir une forte influence sur le roulis du panneau, son assiette, son ouverture, son angle d'ouverture, et donc son fonctionnement. Donc on essaie de dégrossir un petit peu ces réglages en bassin avant d'aller en mer. Donc ça, c'est un peu la dernière étape finalement avant d'aller en mer. Alors un petit aparté aussi, c'est qu'en bassin, en fait, on est limité par la taille du bassin. Et quand on a un chalut jumeau, par exemple, ça prend beaucoup plus de place autant qu'en mer qu'en bassin. Et si on veut pouvoir faire rentrer ce chalut jumeau et son gréement dans un bassin, ça nous amène à des échelles de réduction qui sont très fortes et qui ne permettent pas une bonne précision sur les observations qu'on fait en bassin. Enfin, la précision, elle est perdue quand on passe de l'observation bassin à la transposition réelle. Donc finalement, là, ça vaut le coup d'utiliser un logiciel pour faire une simulation de tout le gréement avec les panneaux. Et c'est ce qu'on voit ici sur cet écran. Donc avant d'aller en mer, on peut avoir une étape supplémentaire, enfin on l'a systématiquement en fait, qui permet de simuler le chalut qu'on aura en mer en utilisant les données du chalut du professionnel qui nous accueille à son bord. Et puis comme ça, on va en mer avec des clés de réglage et puis voilà, une assez bonne certitude sur ce qui va se passer. Et donc en fait, pour aboutir à ces portes de métal, il y a un gros travail informatique pour simuler quand on est limité en fait par la pratique avec ce bassin et ces maquettes. Et une fois que tout ça vous permet donc de valider vos résultats et de se dire que le prototype est bon, à ce moment-là, je suppose que vous passez en grandeur nature et que vous allez sur les bateaux pour aller voir si tous les calculs informatiques et les maquettes répondent et réagissent de la même manière que la grandeur nature. Oui, exactement. Exactement. Donc, on va en mer pour plusieurs raisons. Alors déjà, pour valider que les choix de longueur, de poids, etc., du gréement qui ont été établis par les essais bassins ou par la simulation sont corrects. Ensuite, on y va aussi pour faire des choses qu'on ne peut pas faire en bassin ou en simulation. En particulier, tout simplement revenir aux objectifs de base qui étaient de réduire les impacts. Donc, en mer, on peut fixer une ligne de turbidimètre derrière le panneau et puis enregistrer le niveau de turbidité qu'on a avant le panneau et derrière le panneau et vérifier qu'on est bien dans nos objectifs par rapport à la remise en suspension. On peut enregistrer la hauteur du panneau au-dessus du fond. On peut mesurer des forces sur tout le gréement pour vérifier que les forces d'écartement, les forces de traînée sont bien conformes à ce qu'on attendait.
On peut aussi valider avec l'aide du professionnel qui nous accueille, avec l'aide du patron, toutes les questions d'ergonomie pour voir si, voilà, si les manœuvres sont plus compliquées ou plus difficiles ou plus dangereuses éventuellement, hein. Et puis on peut aussi valider l'efficacité en pêche de tout ce système parce que ça reste quand même la condition de base pour que ce soit acceptable, pour que ces innovations soient acceptées à bord. Et donc là, donc ici, ce qu'on voit, c'est voilà, ici, ce qu'on voit, c'est vous voyez peut-être sur vos écrans que le panneau a une petite tendance à vibrer, mais en fait, c'est un panneau de ce poids-là dans l'eau ne peut pas vibrer. Ce qui se passe, c'est que c'est la caméra qui est fixée sur la fune qui vibre. Donc, ce qu'on conclut quand on voit une vidéo comme ça, c'est que le panneau est très stable. En fait, il a une stabilité en roulis qui est très bonne. Il n'a quasiment pas de mouvement en assiette. Et si on observait la même vidéo avec un panneau de fond, bah, ma foi, le fond n'est pas très régulier, il n'est pas très homogène, donc ça fait des sollicitations sur le panneau qui ne sont pas régulières non plus, et donc le panneau de fond bouge. Le panneau pélagique, là, ne bouge pas. Donc les questions de stabilité sont plutôt bonnes. Enfin, les réponses sont plutôt bonnes. Donc en fait, on voit, quand tu dis l'assiette, le roulis, tout ça, c'est toutes les positions du panneau dans l'espace. Et donc on voit bien qu'il reste stable et qu'il ne bouge pas trop. Et en plus de ça, on ne voit pas trop le fond, donc on peut supposer qu'il est bien décollé du fond. C'est pas très spectaculaire, on voit pas grand-chose. En fait, mais on voit que le panneau ne bouge pas trop, c'est l'essentiel. Ok. Et donc, donc ça fait partie des derniers tests, en fait, pour regarder si le panneau valide le cahier des charges, entre guillemets. Et une fois qu'on en est là, les étapes d'après, c'est un petit peu le transfert aux professionnels. Et donc, vous en êtes où? C'est-à-dire que là, tous les travaux scientifiques de modélisation, numérisation sont faits. Tout ça, c'est validé. Les tests sont même validés et le prototype, c'est même plus un prototype parce que maintenant, il a passé tous les tests haut la main. Donc, vous en êtes où un peu et c'est quoi les grands résultats phares de ce panneau? Alors, le panneau, il a été testé sur des navires professionnels, sur un navire de 25 mètres en Corse, un navire de 16 mètres en Atlantique. Et dans le mois prochain, on va le tester sur un navire de 25 mètres à 7. Les deux tests qui ont été faits sur un navire professionnel ont rencontré l'adhésion du professionnel. Ça nous a permis de vérifier que du point de vue de l'économie de carburant, on était gagnant on a retrouvé à peu près 10% d'économie de carburant sur les deux essais qu'on a fait. En remise en suspension, comme je l'ai dit, il n'y en a plus. Alors maintenant, il y a des petites contraintes techniques parce qu'il faut modifier le gréement qui est à bord et puis il faut aussi avoir un moyen de mesure qui permet de mesurer la hauteur du panneau au-dessus du fond. Voilà, il y a quand même des petites contraintes qui accompagnent cette technique, mais globalement, ça fonctionne et je dirais que c'est approuvé par les pêcheurs qu'on a rencontrés. Au niveau de la pêche, il n'y a pas de différence. Donc l'étape suivante, dans le projet, il était prévu de confier ce gréement à des professionnels volontaires. Bon, il s'avère que les questions de Brexit, l'année passée, qui n'a pas été très bonne, et puis ces petites difficultés techniques dont je parlais, font sans doute qu'il n'y a pas les professionnels ne se bousculent pas. Bon, peut-être faut-il des incitations financières ou quelque chose comme ça pour pousser un peu. Voilà, aujourd'hui, le projet va se terminer dans 2 mois maintenant. Et le matériel est là, il est disponible, il est disponible chez l'équipementier Morvert qui accompagnera les gens qui sont volontaires pour l'essayer. Et il est disponible et il est efficace, je pense. Ok, merci beaucoup. En fait, dire que ce projet touche à sa fin et que le cahier des charges est complètement validé par ce panneau. Donc, en fait, maintenant, il tient toutes ses promesses. Il existe, il est commercialisé. Donc, maintenant, ça ne reste plus qu'aux professionnels à s'en saisir, comme tu disais, en partir en mer avec pour les tester et voir tous les atouts positifs qu'il peut avoir. Exactement. Merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers Hélène et pour faire un petit tour d'horizon et savoir si vous avez tous été prolixes, parce que je n'ai pas le temps de regarder en termes de questions. Donc, Hélène, est-ce qu'on a eu des questions? Et si oui, lesquelles pour nos 2 panélistes concernant ces projets et le chalut en général? Et si vous avez des questions qui arrivent, surtout, n'hésitez pas à taper dans le petit outil Q&R pour lequel vous pouvez taper des questions.
Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à continuer à utiliser la boîte questions-réponses pour compléter au fil des échanges. On a quelques questions. Je vais commencer, peut-être on va poursuivre sur la lancée Reverse. On a 2 questions qui sont plutôt pour vous, Benoît, sur ces panneaux. Alors, une première question un peu sur les analyses que vous avez pu mener d'une personne qui nous dit que voilà, qu'elle suit une campagne de chalutage avec des chaluts qui sont différents, il y a plusieurs formes de chaluts, plusieurs sortes de chaluts. Est-ce que vous pouvez en tenir compte de ces différences entre les engins dans vos analyses et comment vous en tenez compte, et j'imagine que la question qui est derrière aussi un petit peu, c'est est-ce que ce panneau il est un peu universel et c'est juste une question de réglage, ou est-ce qu'il faut aller un peu plus loin? Alors, ce panneau, pas plus qu'un autre, n'est pas universel parce qu'un panneau de chalut doit être adapté au chalut. Donc, en gros, plus le chalut est gros, plus le panneau va être gros. Maintenant, ce qu'il faut, en plus du panneau, ce qu'il faut adapter, c'est le gréement. Mais maintenant, on a une expérience et puis on a des outils de modélisation qui permettent au cas par cas d'adapter un gréement et de choisir un panneau, alors en collaboration avec l'équipementier, avec le fournisseur de panneaux. Donc on sait pour un chalut donné, on sait conseiller un gréement et un type de panneau pour faire du panneau décollé. Mais c'est pas universel, mais pas plus qu'un panneau de fond en fait. Mais en tout cas, vous avez la possibilité d'en tenir compte de ces différences dans vos essais, dans vos modélisations, etc. Oui, bien sûr, il faut en tenir compte. Ça marche. Autre question, toujours sur ces panneaux. Alors, est-ce que l'influence du panneau sur le niveau de pression des bourrelets peut être mesurée? Alors, pour nous, dans ce projet, en fait, on fait le choix de décoller le panneau, mais ensuite, on fait le choix de ne pas décoller tout ce qui suit le panneau. Parce que on veut tout simplement conserver un chalut qui pêche. Voilà, donc, en fait, on modifie pas ni le comportement des bras, ni le comportement du bourrelet. Donc, la réponse, c'est que non, le fait que le panneau soit décollé ne modifie pas le fonctionnement du bourrelet. Et donc, ne modifie pas sa pression sur le fond. Ça marche. Question, alors là, du coup, plus en termes d'usage de ces panneaux sur les années qui viennent. Donc, il y a un intérêt évidemment fort de ces panneaux qui ne touchent plus le fond. Alors là, notamment, on a une question de l'OFB sur ces panneaux, et notamment sur l'utilisation qu'on pourrait en faire dans des zones d'habitat sensible, donc par exemple les zones Natura 2000. Est-ce que vous avez pu faire... alors du coup, je m'excuse, j'ai lu la question au fur et à mesure que je parlais, mais donc on est bien là, on est sur des panneaux qui ne touchent plus le fond. La question en fait était de comparer le niveau abrasif entre des panneaux reverse et des panneaux classiques, mais en fait là, on est sur des panneaux dont la vocation n'est plus de toucher le fond, donc il n'y a plus du tout d'abrasion du sol. Non, il y en a plus du tout. Par contre, je ferai quand même un petit apport là-dessus, c'est que si on compare le panneau reverse qu'on mettrait en panneau de fond cette fois, donc un reverse non pas décollé, mais un reverse au fond, il aura quand même un meilleur comportement qu'un panneau de fond, pour 2 raisons. Parce qu'il est optimisé hydrodynamiquement, donc il fait moins de turbulence et donc il va faire moins de remise en suspension. Et comme par ailleurs, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que comme il est plus efficace, on va pouvoir diminuer sa taille et diminuer son poids, et donc il aura potentiellement un appui sur le fond, donc une pression sur le fond moins forte. Donc même si on ne décolle pas les panneaux, on a toujours intérêt à avoir des panneaux les plus performants possibles. Donc double intérêt, à la fois pour travailler en décollé et puis même pour le fond. Oui, alors le but c'est quand même de travailler en décollé. Alors une question, je continue toujours sur la question des panneaux vous intéresse particulièrement. N'oubliez pas qu'on a aussi le projet Game of Thrones sur les aspects plutôt sélectivité, on y reviendra. Là, on a une question, est-ce que le fait que le panneau ne touche plus le fond n'impacte pas les quantités de poissons pêchés, puisqu'on parle ici du fait que la turbidité générée par les panneaux de pont puisse aider la pratique de la pêche, et ce qui pourrait expliquer du coup la frilosité des professionnels qui s'inquiètent de l'efficacité qui pourrait être modifiée de leur engin. Oui, alors les essais qui ont été faits, alors vous me direz ça fait que 2 essais, mais les essais qui ont été faits montrent qu'il n'y a pas de différence de pêche. Et par ailleurs, comme je disais, on ne modifie pas la partie bras et la partie bourrelet. Et il se trouve que les bras participent aussi au rabattement des poissons pour les espèces qui sont sensibles au rabattement, ce qui n'est pas le cas de toutes les espèces. Donc moi j'aurais tendance à dire que
que c'est assez peu sensible sur la pêche, en fait, le fait de décoller les panneaux dans ces configurations. Vous avez pu le mesurer, ça, sur les 2 essais que vous avez réalisés avec les professionnels? Non, alors on fait pas de mesure. On se fie à l'impression du patron qui a l'habitude de voir ce qui tombe sur le pont quand il affale les culs de chalut. Et voilà, s'ils nous disent que ça pêche de manière équivalente à ce qu'ils rencontrent avec leur gréement traditionnel, bon, on leur fait confiance. Je pense que c'est eux les meilleurs juges de ce qu'ils pêchent, s'ils pêchent de manière identique ou moins. Ça marche. Alors, merci Benoît, du coup, on n'a plus pour l'instant de questions sur les aspects panneaux. Je vais peut-être repasser la parole à Julien. Alors, je reviens juste sur une question à laquelle vous avez répondu par écrit, mais qui peut intéresser peut-être certains qui ne l'ont pas forcément vu passer. Question très pragmatique, mais comment on fait quand il fait noir pour pouvoir faire fonctionner le système d'intelligence artificielle? Alors, Oui, pardon, ça a un petit peu coupé. Est-ce que vous pouvez ouais. Alors, je disais, donc, la question à laquelle vous avez répondu par écrit, mais si tout le monde n'a pas forcément vu la réponse, comment ça fonctionne en fait ce système d'intelligence artificielle quand il fait noir? Parce qu'effectivement, dans l'eau, pas forcément beaucoup de lumière qui arrive. Ce que j'ai répondu, c'est qu'en effet, on a donc des spots à LED qui permettent d'éclairer devant la zone de la caméra. Et donc, l'intensité de ces LED peut être pilotée par le pêcheur. Alors, une question, là, je vais quand même vous la poser, Julien, mais je ne suis pas sûre qu'elle vous soit complètement destinée. Enfin, non, ce n'est pas tellement Julien, mais je vous pose quand même la question. Peut-être qu'en termes de technologie, vous avez des éléments de réponse. Sur les pingers, est-ce que vous savez si les pingers sont douloureux pour les espèces détournées? Je ne sais pas si quelqu'un peut y répondre. Ce matin, ce n'est pas forcément l'objectif du jour. Mais... Alors, il y a différents types de pingers. Il y a des pingers avec des niveaux d'émissions très élevés qui, là, peuvent en effet être douloureux. Il y a d'autres pingers qui ont été également développés par d'autres sociétés qui sont à un niveau plus faible et qui, donc, couvrent uniquement quelques centaines de mètres autour du chalut. Donc, ça va dépendre, en fait, des technologies utilisées. Il y a certaines technologies qui permettent on va dire, de couvrir environ 150 à 200 mètres autour du chalut, tandis que d'autres vont émettre tellement fort que ça va être plutôt plusieurs centaines de mètres, voire peut-être aller jusqu'au kilomètre. Donc, ça dépend forcément de la technologie utilisée. Ça marche. Merci beaucoup. Hélène, si je peux me permettre, juste pour compléter, parce que la question est issue je pense, de mon schéma où il y avait des pingers. Juste vous dire que déjà, ça pourra tout à fait faire l'objet d'une thématique de nos prochains webinaires à venir. Mais vous dire qu'effectivement, comme le disait Julien, il y a des projets qui sont développés sur ces pingers-là. Et il existe différents types de pingers. Alors, le but du pinger, effectivement, c'est un répulsif. Donc, il a pour but quand même de déranger les espèces pour qu'elles ne s'approchent pas et soient capturées par les engins, parce que c'est une problématique qu'on rencontre actuellement. Certains engins de pêche capturent accidentellement, donc, qui dit accidentel dit sans le vouloir, des dauphins, et ça cause la mort de ces animaux parfois. Donc, on a différents types de pingers et des développements en cours et des projets même que France Filière Pêche soutient. Donc, des pingers qui ont pour but d'effrayer ou d'effaroucher les animaux pour qu'ils s'éloignent, et d'autres projets là qui travaillent aussi sur des pingers. Donc, en fait, c'est la même technologie qui consiste à émettre un signal acoustique sous l'eau. Mais là, l'idée n'est pas d'émettre un signal qui soit dérangeant pour les animaux, mais un signal qui parle aux animaux. Donc ça, c'est le projet Dolphin Free. C'est un projet qui a pour but d'enregistrer des signaux de dauphins qui émettent, pour faire simple, d'enregistrer des conversations entre dauphins et notamment essayer d'émettre des sons qui diraient en dauphin « Attention, ici, il ne faut pas y aller, c'est dangereux ». Et donc, à ce moment-là, ce ne serait pas douloureux pour les dauphins. Voilà, c'était juste pour compléter. Et peut-être qu'un jour, on viendra par vous présenter ces projets qui travaillent sur cette technologie. Voilà, je te repasse la parole.
Oui, parce que j'allais dire, le temps que tu nous expliques tout ça, c'est pas mal parce que du coup, on a des nouvelles questions pour Julien et Benoît. Donc, on continue notre session de questions. Alors, sur le sujet, on revient sur Game of Thrones à nouveau. Question à Julien. Donc, est-ce que l'analyse de l'impact sur les prises commerciales, notamment de la lumière, et l'augmentation de la charge de travail que ça pourrait représenter au niveau des professionnels a été évaluée ou est-ce que c'est prévu dans le projet? Et donc, Franck nous dit que probablement que la diffusion de ces résultats aura un impact important sur l'appropriation de ces nouvelles technologies par les professionnels. Donc, c'est certainement un point intéressant pour eux. Nous, là, dans le projet Game of Thrones, on travaille en partenariat donc, avec les professionnels. Donc là, principalement, on est avec le comité départemental du Morbihan et on travaille avec notamment l'armement APAC, qui est donc, basé à Lorient. Et on fait des essais avec eux, là, notamment pour l'instant sur l'acquisition plutôt de vidéos. Donc évidemment, on travaille en étroite collaboration avec eux pour définir le cahier des charges de ce qui serait acceptable ou non à bord. Bon, alors forcément, pour le moment, on arrive à des solutions qui sont ergonomiquement pas satisfaisantes à ce jour pour les pêcheurs. Mais quand on regarde un petit peu l'évolution des capacités en batterie et de la taille que peuvent prendre les ordinateurs pour faire les calculs, etc., on voit que sur, on va dire, 15 ans, il y a eu une réduction à la fois des coûts, des poids et des volumes que prenaient tous ces ordinateurs et ces batteries. Donc, je dirais que le prototype qui est mis aujourd'hui au point n'est certainement pas celui qui sera diffusé à terme pour les pros. Mais en effet, on travaille bien avec eux sur la définition du cahier des charges pour qu'à terme, on arrive aux contraintes qu'ils nous auront posées en termes de volume, de poids et de maintenance à bord. Et pour revenir sur l'impact des prises, comme sur les prises commerciales de la lumière, ce qu'on a principalement comme retour des pêcheurs justement sur le fait de mettre de la lumière dans les chaluts, c'est que déjà eux voient l'interaction entre leur engin et le poisson et ont tendance à dire c'est quand même dommage quand on voit la qualité du poisson à la vidéo à l'instant T, de voir quand même que quelques heures plus tard la qualité n'est pas du tout la même. Une fois remonté à bord. Donc, je dirais que c'est pas la lumière vraiment qui détériorerait la qualité du poisson, mais par contre, le fait d'avoir ce système vidéo qui permettrait ensuite de potentiellement réduire le volume total de la capture pourrait justement améliorer la qualité. Puisque si on a, disons, je prends un exemple vraiment au couteau tiré, mais si on a une capture de 400 kg ou 500 kg total par le pêcheur et qu'avec le système, on arrive à réduire, on est en général, on est entre 10 et 40-50% de poissons qui sont rejetés en volume sur les opérations de pêche. Donc, si on arrive à réduire de 10 à 40%, on va dire, la poche du chalut, on aura une qualité de poisson remontée bien meilleure puisqu'il y aura moins de phénomènes de compression des poissons dans le cul. Donc ça, c'était pour répondre à la question qualité par rapport à la lumière. Et sur des aspects de lumière aussi, peut-être que vous allez pouvoir nous répondre, mais je crois savoir, on a un autre projet par ailleurs cofinancé par France Filière Pêche. Alexandre pourra peut-être en dire 2 mots, mais est-ce que les interactions avec les engins de pêche ont été étudiées j'imagine entre les poissons et puis les engins vis-à-vis de la lumière, justement, la lumière artificielle, la lumière infrarouge, différents types de lumière? Oui, alors il y a des projets en cours sur ces interactions. Pas plus tard que cette nuit, j'avais 2 collègues qui étaient embarqués là, sur un navire pro pour justement récupérer des espèces. Donc là, c'était la langoustine, et puis récupérer donc, des langoustines pêchées au chalut et faire des essais de stimuli, lumière blanche, lumière rouge, et voir un petit peu justement les réactions à ces stimuli. Donc, il y a des interactions qui sont étudiées et on voit globalement que les espèces démersales sont bien moins sensibles au rouge et forcément infrarouge, puisque ce sont des longueurs d'onde qui ne pénètrent pas ou peu dans la mer. Savoir que le spectre de la lumière blanche balaye, on va dire, toutes les longueurs d'onde partant de bleu, vert, orange, jaune, et qui va jusqu'au rouge. Puis, donc après,
faut savoir que les premières longueurs d'onde qui sont vraiment absorbées dans les premiers mètres d'eau, ce sont les longueurs d'onde correspondant au rouge. Et plus on va aller profond, plus il va rester que du bleu et du vert. C'est pour ça que quand on met la tête sous l'eau, finalement, souvent, on voit plutôt des nuances de vert et de bleu. Donc oui, il y a des études qui sont faites et oui, il y a des différences de comportement en fonction des longueurs d'onde. Ok, merci. Et ça pourra faire partie d'un prochain webinaire dont on vous parler de ces histoires de lumière utilisées vis-à-vis des poissons. Alors, une dernière question, je vois que l'heure tourne et je pense qu'on va pouvoir terminer la session questions avec cette dernière. On nous demande, alors là, finalement, ça peut peut-être être soit Julien, soit Benoît qui répondait parce que vous avez certainement connaissance aussi de l'utilisation aussi du chalut en général par les professionnels avec qui vous pouvez être en interaction. Mais au début du webinaire, Alexandre nous a parlé des autres dispositifs de sélectivité qui existent aujourd'hui, qui sont utilisés par les professionnels, comme la maille carrée, par exemple, ou autres trappes d'échappement. Donc, est-ce que ces chaluts sont utilisés par les professionnels et alors, est-ce qu'on peut estimer le pourcentage de la flotte de chalutiers aujourd'hui qui utilisent ce type de dispositif? Je ne sais pas si l'un d'entre vous peut répondre. Et surtout, est-ce que, pardon, je finis quand même jusqu'au bout, est-ce que ces dispositifs sont acceptés par les professionnels et concrètement utilisés, quoi? Alors, pour l'instant, ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est qu'il y a pour l'instant très peu, voire pas du tout, de contraintes légales sur justement le fait d'adopter ces dispositifs. Donc forcément, à partir de là, ça se base sur le volontariat et la bonne volonté des pêcheurs. Et donc, il y a en effet certains pêcheurs qui vont être plutôt proactifs dans ce domaine de sélectivité. Donc, on a en effet, suite à des projets sur la maille tournée à 90, il y a eu certains très bons résultats sur des navires hauturiers en mer Celtique qui ont montré qu'il y avait une vraie réduction de capture non désirée sur tout ce qui va être, par exemple, le capros ou aussi sur des petites espèces de petites lottes. Et donc, ces bateaux qui ciblaient plutôt de la lotte, de la cardine et de la raie, qui étaient plutôt des poissons assez conséquents en termes de taille, ne voyaient pas de perte commerciale et en même temps un tri sur le pont qui était beaucoup plus facile. Donc, il y a beaucoup de bateaux qui ont adopté ce genre de dispositif. Maintenant, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait eu d'études de fait sur le pourcentage de bateaux vraiment équipés. Et comme je le disais, vu que ça se base sur du volontariat, c'est pas toujours le cas. Notamment pour les grilles à langoustines, on a pas mal de projets qui ont été faits sur la sélectivité des langoustines avec des grilles semi-rigides. Et les résultats pouvaient être plutôt bons en termes de sélectivité, mais pour autant, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément eu de transfert de fait parce qu'il y avait des contraintes ergonomiques au niveau des enrouleurs, tout ça. Donc, c'est pas toujours adopté. Donc, c'est toujours une question de bon vouloir du professionnel d'utiliser ces panneaux à maille carrée ou ces mailles tournées à 90 degrés. Ok, merci beaucoup. Donc, à creuser pour de prochains webinaires, surtout si on reparle de sélectivité pour compléter un peu les chiffres qu'on peut vous partager sur ces questions. On a fait le tour des questions, enfin, en tout cas pour aujourd'hui. Donc, Alexandre, je te repasse la main. Merci beaucoup. Je vais compléter juste sur cette petite question. Dire que c'est une réponse quand même en deux temps, c'est-à-dire que ça, pour certains dispositifs, et notamment par exemple là si on parle du panneau reverse, effectivement ça dépend des pêcheurs parce que c'est eux qui mettent un petit peu aussi les panneaux qu'ils souhaitent et qu'il n'y a pas forcément de contraintes sur ces panneaux, mais dire que c'est pas tout blanc tout noir et que tout ne dépend pas non plus que des professionnels. Il y a aussi un grand nombre de réglementations qui encadrent la pêche en France et en Europe, et que dans le cadre de cette réglementation, en fait, il y a des dispositifs, alors on ne vous les a pas tous présentés, mais il y a des pêcheries et donc des bateaux qui travaillent dans certaines zones en ciblant certaines espèces où ces dispositifs, typiquement les panneaux à maille carrée ou ces choses-là sur le dos du chalut, sont des dispositifs techniques qui sont imposés aux professionnels lorsqu'ils travaillent dans certaines zones. Il y a des professionnels qui, de leur propre chef, s'équipent de ces dispositifs-là parce que ça permet de valoriser quand même la capture commerciale en triant sur le fond.
Donc, il y a quand même un grand nombre de professionnels qui s'en équipent aussi. Et après, pour ne parler aussi que des pingers, par exemple, c'est une réglementation qui est passée et une grande partie de la flotte chalutière pélagique, et pas que, sont équipés de pingers, en fait. Et c'est une réglementation, c'est-à-dire que ces dispositifs, effectivement, il y en a qui dépendent de la volonté des professionnels et les autres sont encadrés soit par des mesures techniques, soit par des mesures et des règles d'exploitation qui sont imposées soit entre eux, soit par l'administration, en fait. Donc oui, c'est utilisé. Le pourcentage de la flotte, après, pour tout ce qui est réglementaire, alors là, je ne l'ai pas de tête, mais ce serait assez simple à savoir qui sont les bateaux qui travaillent avec ces dispositifs. Donc voilà, après, on voit que ces projets-là, ils témoignent de la nécessité aussi pour les professionnels comme les scientifiques d'aller de l'avant, notamment sur cette technique qui est le chalutage de fond, pour qu'elle soit toujours plus pérenne. On voit qu'il y a encore des écueils et qu'il faut que ça continue. Il faut que ce panneau reverse séduise les professionnels pour qu'ils puissent travailler de manière à réduire toujours plus l'impact de leur activité et tout en n'oubliant pas que c'est des entreprises de pêche, donc il faut aussi que la partie commerciale soit au rendez-vous. Mais ce partenariat scientifique-pêcheur, il nous permet bien de montrer qu'il y a des projets ambitieux qui se montent un peu pour la pêche de demain, malgré tout. Avant de clôturer, et pour les quelques irréductibles qui sont restés parce qu'ils ne mourraient pas encore de faim, je vous propose un petit moment d'interaction au travers d'un sondage qui n'a d'autre objectif que de vous proposer de choisir tout bonnement. Alors, on vous a fait une sélection, malgré tout, au regard des projets qu'on cofinance, mais de choisir la thématique dans un premier temps du prochain webinaire. Donc, si tout se passe bien, a priori, là, vous avez tous devant vous ce fameux sondage pour déterminer la thématique que vous souhaiteriez voir abordée lors de notre prochaine édition. Donc, pour vous expliquer un petit peu et rentrer dans le détail de ces thématiques rapidement, même si effectivement on va les développer nous par la suite, tout ce qui concerne la pêche en Méditerranée, les initiatives et perspectives, là, comme vous le savez peut-être pas encore, la pêche en Méditerranée, un des écueils de la pêche en Méditerranée, c'est la connaissance scientifique et notamment la connaissance des espèces pour pouvoir évaluer leurs ressources. Et donc, on a un nombre assez important de projets sur la pêche en Méditerranée pour, connaître les espèces, connaître l'état de leurs ressources et tout un tas aussi de projets innovants pour essayer de pêcher de manière plus sélective et de connaître ce que l'on pêche. Donc ça, c'est la première partie sur la pêche en Méditerranée qui pourrait être une thématique. L'autre, c'est la pêche au thon. Des innovations pour une pêche plus pérenne. Alors la pêche au thon, là, on va pas. L'idée ne sera pas de parler uniquement que de la pêche au thon rouge, mais bien de la pêche au thon en général. Et on a des projets, notamment sur la pêche au thon rouge en Méditerranée, évidemment, et sur la pêche au thon dans l'océan Indien. Et donc l'idée, ce serait de vous proposer quelque chose qui couple un peu les deux, autour de la pêche en océan Indien et d'un engin de pêche qui s'appelle des dispositifs de concentration de poissons. Alors, ce n'est pas un engin à proprement parler, mais c'est une méthode de pêche, une technique de pêche. Et on a un certain nombre de projets qui s'attellent à rendre cette technique de pêche toujours plus innovante et pérenne. Et après, un certain nombre de projets en Méditerranée qui permettent de travailler sur le thon rouge et rendre cette pêcherie toujours plus sélective en permettant de sélectionner que les thons, notamment sur la pêche palangrière. Autre thématique, la pêche au casier ou à la nasse. Donc en fait, là, c'est de vous faire un petit peu un point sur le casier en général, casier qui peut pêcher des crustacés comme des poissons. Et donc, on a un beau projet qui s'attelle à travailler à la connaissance de toutes les espèces de grands crustacés et à l'évaluation de leurs ressources sur toute la côte atlantique. Ça met en place des partenariats scientifiques pêcheurs importants, ça met en place aussi des partenariats scientifiques écoles, et donc on a des élèves qui travaillent à travailler à l'évaluation de cette ressource, et un autre projet sur la pêche au casier, là, en l'occurrence qu'on appelle la nasse, pour pêcher des poissons, et une belle histoire qui permet en fait de voir comment, au XXIe siècle, on arrive encore à construire des engins de pêche à partir de zéro, si je puis dire, juste avec un cahier des charges qui est « je veux pêcher telle espèce avec une nasse ». Et donc, ça nous permettrait de remonter toutes les étapes de ce cahier des charges pour voir comment ça se passe. Et dernière thématique, les petits pélagiques et l'environnement.
Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu les projets autour des petits pélagiques. Comment on fait pour connaître cette ressource des petits pélagiques au travers de toutes les campagnes océanographiques qui se passent dans le golfe de Gascogne sur notre côte atlantique. Et après, d'aller travailler, de vous présenter les projets qui mixent petits pélagiques et environnement, qui est une des variables importantes qui permet de faire fluctuer, pas la seule, mais qui permet de faire fluctuer la ressource. Voilà, c'est les 4 thématiques que j'ai essayé de vous développer un petit peu. On continuera par la suite en fonction de celles que vous avez choisir de développer ce webinaire. Mais je vois qu'on en est à 70%, donc je vous laisse encore quelques temps. Pas que je veuille atteindre le 100%, mais je vois que les gens quittent en même temps. C'est dommage, ils ne pourront pas choisir leur thématique pour la prochaine fois. Donc, je laisse encore quelques minutes. On n'est pas loin d'avoir 90% de votants. Donc, je vais clôturer le sondage dans pas longtemps. Soit on monte au 100%, parce qu'on est à 63 sur 68 votants, soit je vous propose de clôturer. Alexandre, juste une petite précision. Là, je voyais Franck Le Bardic qui remettait un petit commentaire sur le taux d'utilisation des dispositifs sélectifs. Tout à fait. Alors, en effet, les pêcheurs, lorsque c'est réglementaire, il y a bien 100% des bateaux qui sont équipés de dispositifs sélectifs, que ce soit panneaux à mailles carrées ou autres, ce qu'ils ont le choix, des fois. Donc, lorsque c'est réglementaire, il y a évidemment 100% des bateaux qui sont équipés de ces dispositifs sélectifs issus de panneaux de travaux de recherche. Après, lorsque je disais, c'est quand c'est sur du volontariat, là, on n'a pas d'idée du taux d'utilisation. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord et merci à… Il faut quand même comprendre que les pêcheurs en français sont plutôt dans les clous de la réglementation et vont même des fois au-devant de ces réglementations. Et c'est pour ça qu'on arrive à collaborer avec eux sur des projets de recherche avant même que la législation ne tombe. Ouais, très bien. Merci pour le complément et merci à Franck d'avoir complété effectivement. Complète de manière un peu plus précise que moi. Je vais donc maintenant, on est à 100%, 65 personnes ont voté, il y en a qui sont partis. Donc je vais mettre fin au sondage et a priori je vous partage les résultats. Donc vous avez tous le résultat devant moi. Ça a été compliqué pour tout le monde, mais c'est donc la pêche au casier qui est arrivée grand gagnant à une voix près. Donc, prochaine session et prochaine édition, mais on garde dans un coin de la tête quand même la thématique sur les petits pélagiques. Mais la prochaine, ça sera donc la pêche au casier à la nasse pour notre édition numéro 2. Donc, avant de vous quitter, je voudrais dans un premier temps vous dire un grand merci à tous d'avoir participé et d'être venus aussi nombreux. Un grand merci à vous, Julien et Benoît. Et avant de clôturer et de se donner rendez-vous pour le prochain webinaire, on vous enverra évidemment les invitations pour traiter de cette thématique sur la pêche au casier. Je voulais passer la parole à notre président, Jacques Vaussy. Jacques, si tu es là, je te passe la parole pour le petit mot de conclusion. Désolée, je me permets de reprendre la parole parce que Jacques, notre président, a dû malheureusement nous quitter vu qu'on a pris un peu de retard. Donc voilà, je vais pas m'étendre. Je voulais effectivement remercier l'ensemble des participants ainsi que les intervenants Julien Simon et Benoît Vincent de l'Ifremer. Merci aux équipes pour l'organisation. C'était un premier essai de format de webinaire, donc un peu différent, un peu plus court, avec des échanges qu'on a souhaité interactifs sous forme de questions-réponses. On est évidemment largement preneurs de vos retours. Alors déjà sur les thématiques, on est ravis que vous ayez tous participé pour exprimer vos envies pour le prochain, et on fera ça à chaque fois pour que vous puissiez être aussi acteur de ces événements. Mais sur l'organisation et les modes de fonctionnement, n'hésitez vraiment pas, soit par mail, soit par téléphone, quand on se croise, à nous faire un retour sur cet événement pour qu'on puisse évidemment l'améliorer et répondre au mieux à vos attentes au fur et à mesure des éditions. Voilà, donc écoutez, merci encore à tous. Excellente fin de journée à vous et à très bientôt pour